En me levant ce matin, je me suis dit, c'est ta première journée de vacances. Fais-toi un fond, c'est ta première journée de vacances. Pas question de rester blanc. Prends-en du soleil, c'est de la vitamine D. Fait que là, je te parle, je suis dans mon lit, puis il n'y a pas assez de glace dans la machine à glace de l'hôtel pour me soulager le corps au grand complet. Oh, chérie, comment t'as dit que ça s'appelait dans ça, des cloches? Des cloques, c'est ça. J'en ai plein de ça. Oh, je sais pas si c'est ça, une contrainte thermique, mais je me sens assez contraint actuellement. La SST expliquée avec François-Étienne Paré. Capucine Ouellette, professionnelle de recherche et hygiéniste industrielle, nous explique c'est quoi une contrainte thermique. La contrainte thermique à la chaleur, c'est en fait la charge thermique nette subie par une personne, puis ici plus spécifiquement un travailleur évidemment. C'est donc la chaleur du corps, ce qui est généré à l'intérieur du corps. Cette charge thermique-là est causée par 3 paramètres. Premier paramètre, la chaleur métabolique. Donc ça, c'est juste le fait de bouger, de faire une activité physique, puis même juste être debout, ça crée et ça génère de la chaleur interne. Le deuxième paramètre, c'est les facteurs environnementaux. Évidemment, la température. Dès qu'il fait plus chaud, le corps génère plus de chaleur. Il y a aussi l'humidité relative, puis les sources de chaleur radiante, comme le soleil, puis aussi des machines qui génèrent de la chaleur. Et le troisième paramètre, c'est le port de vêtements. Donc, il y a des vêtements qui sont imperméables, ignifuges, on peut les porter en double couche, ils peuvent être épais. Donc, ça aussi, ça fait en sorte qu'on va induire une chaleur au corps. La contrainte thermique, dans un contexte de santé et sécurité du travail, c'est pas la même chose que le confort thermique. Dans une situation de contrainte thermique, le travailleur risque une augmentation de sa température corporelle, donc au-delà de 38 degrés Celsius, alors que c'est pas le cas dans une situation de confort thermique. C'est certainement un état désagréable, mais les risques sont moindres. Quand on parle d'exposition à la chaleur, on pense principalement aux travailleurs extérieurs. C'est construction, horticulture, tourisme, c'est beaucoup des gens qui sont à l'extérieur, mais les travailleurs intérieurs aussi peuvent être touchés, principalement quand il y a des sources de chaleur radiante à l'intérieur, comme par exemple des fours. Donc, on voit ça dans les fonderies, dans les cuisines de restaurants. On peut penser aussi aux pompiers qui doivent entrer dans les bâtiments en feu. C'est important là, d'adapter les mesures de prévention au contexte du milieu de travail, bien évidemment pour protéger les travailleurs le plus spécifiquement possible des risques de contrainte thermique à la chaleur. Ça, c'est une belle journée pour refaire son toit, hein? 8h15, 22 degrés, beau soleil, la cloueuse chante. Ouais, finalement, il commence à faire un peu chaud, hein? 25 degrés, mais il annonce de la pluie, alors faut que je finisse. Sauf que c'est vraiment humide. 29 degrés, pas un nuage. On dirait qu'il fait 1000 degrés sur un toit noir. Avec l'humidex, ça monte à... Oh, boy, 38! Ouais, c'est pas une bonne idée de continuer. Mais comment c'est calculé l'humidex? Capucine va nous expliquer ça pendant que moi, je vais me refroidir dans ma piscine. Bien, il existe plusieurs méthodes pour évaluer la contrainte thermique à la chaleur. Donc, certains pourraient penser que l'indice humidex en est un. Mais en fait, c'est plutôt un indice de température ressentie. Là. Ça ne considère pas la charge de travail ni le type de vêtements utilisé. Je vais en nommer 3. La première méthode, c'est le calcul de la température de l'air corrigé, qu'on appelle affectueusement la TAC. Et ça a été développé par la CNESST et le Réseau de santé au travail déjà là, au début des années 2000. C'est une méthode qui est plus grand public, qui s'adresse aux employeurs, travailleurs, professionnels en santé et sécurité du travail. Le calcul d'attaque qui considère la température, l'humidité relative, les conditions d'ensoleillement, la charge de travail, qui est ici évaluée de façon qualitative, donc léger, moyen, lourd. Et ça considère aussi le port de vêtements par-dessus des vêtements de travail. On a juste à mesurer la température et l'humidité relative à l'aide d'un thermohygromètre, qui est un appareil bon marché qu'on trouve facilement.
Ou on peut aussi utiliser les données d'un service météo comme Environnement Canada ou Météo Média. La TAC fournit des consignes d'hydratation et des mesures préventives. Mais la TAC, elle comprend plusieurs limites. Donc, c'est pour ça qu'il y a d'autres méthodes qui sont recommandées, qui sont peut-être un petit peu plus complexes, mais plus précises aussi. Donc, la deuxième méthode utilise l'indice WBGT, qui est le Wet Bulb Globe Temperature, et qui n'a pas d'équivalent en français, là. C'est une méthode qui est plus complète puis qui a été décrite par l'organisme normatif américain ACGIH. C'est pour évaluer évidemment la contrainte thermique à la chaleur, puis ça s'adresse plutôt à des professionnels en santé et sécurité du travail. Donc, on considère à ce moment-là les 3 fameux paramètres environnementaux, là, donc les conditions environnementales qui sont ici représentées par l'indice WBGT, qui est une sorte de température. Et en deuxième, il y a la charge de travail. Puis ici, on va la calculer, on va la déterminer de façon quantitative, plus précise, en kilocalories par heure ou en watts. En troisième lieu, il y a aussi l'ajustement par type de vêtements. Donc, en comparant ces paramètres-là avec une limite d'exposition, on va obtenir une alternance travail-repos. Donc, on va déterminer combien de temps de travail, combien de temps de repos dans une heure de travail permet d'éviter aux travailleurs de subir une contrainte thermique. Évidemment, ici, le but, c'est de limiter les risques que la température corporelle des travailleurs augmente au-delà de 38 degrés Celsius et potentiellement avoir des effets comme le coup de chaleur. En troisième lieu, il y a aussi des méthodes pour mesurer l'astreinte thermique, qui est un peu différente de la contrainte thermique. En fait, 2 personnes qui vont faire le même travail dans les mêmes conditions environnementales vont avoir la même contrainte thermique, mais ils ne vont pas nécessairement avoir la même astreinte thermique parce qu'ils ne vont pas répondre physiologiquement de la même façon, que ce soit à cause de leur âge, sexe, poids. C'est possible de calculer l'astreinte thermique prévisible, ça c'est une forme d'estimation, là, ou encore de la mesurer avec des outils de monitoring physiologique. Ça, c'est par exemple en mesurant le rythme cardiaque ou la température corporelle interne. C'est moins utilisé parce qu'évidemment, c'est plus compliqué. Pour aider les conseillers santé-sécurité, les employeurs, les travailleurs à mieux évaluer les risques de contrainte thermique, l'IRSST offre 3 utilitaires qui sont en fait des applications web. Et il y en a un sur le calcul de la température de l'air corrigé, donc la TAC. Et il y en a 2 qui traitent de l'indice WBGT, donc c'est des utilitaires d'alternance travail-repos selon la CGIH et selon le règlement sur la santé et sécurité du travail. C'est à partir de quelle température qu'on doit se protéger du risque thermique? La saison chaude, elle commence dès le mois de mai. Les employeurs ils doivent commencer à se préparer au mois d'avril, voire même en mars, par exemple pour préparer un plan d'action ou former leurs travailleurs, leurs superviseurs. Puis, il faut être vigilant là, jusqu'au début du mois d'octobre. En ce qui concerne la température à partir de laquelle on doit se protéger, c'est pas si simple, hein. Dès 21, 22 degrés Celsius, il y a des situations où l'humidité relative va être vraiment élevée ou quand le travailleur a une charge de travail très élevée, il peut avoir des risques de contrainte thermique déjà. Dès qu'il y a un risque, il faut encourager l'hydratation. Donc, c'est de boire de l'eau, essentiellement. Il faut faire une vigie météo, surveiller les signes et symptômes, porter des vêtements légers, des couleurs claires. Puis, au fur et à mesure que la température augmente, il faut implanter graduellement d'autres mesures, comme, par exemple, éviter les activités physiques intenses pendant les heures les plus chaudes de la journée, ajuster le rythme de travail, faire des rotations de tâches, travailler en équipe. Il y a aussi le fait de rechercher des endroits frais et ombragés. Puis, ultimement, ce sera d'accorder des périodes de repos aux travailleurs toutes les heures. Un coup de chaleur. On entend souvent les gens dire ça. Mais c'est quoi, au juste, un coup de chaleur? Bien, un coup de chaleur, c'est une hyperthermie, une urgence médicale, en fait, qui survient quand le corps est incapable de réguler sa température interne. Puis ça, c'est suite à une exposition prolongée à des températures qui sont vraiment élevées ou à des efforts physiques intenses. Dans l'évaluation de la contrainte thermique, je l'ai dit, on vise à
garder le corps en dessous de 38 degrés Celsius. Mais dans les cas de coups de chaleur, le corps peut atteindre, là, il peut même dépasser 40 degrés Celsius. Les symptômes, là, ça va être la peau sèche, chaude, parce qu'il y a absence de transpiration. Puis ça, c'est directement lié à la déshydratation. Il peut y avoir une confusion, désorientation, des maux de tête, nausées, vomissements, des sensations de faiblesse, épuisement, des crampes. Puis, éventuellement, il peut y avoir une perte de conscience et possiblement la mort. Ouais, je suis bien mieux en dessous de mon parasol que sur mon toit. Il fait pas mal moins chaud à l'ombre et puis je peux siroter une bonne sangria aux bananes. Hey, c'est pas évident de travailler dehors, hein? Je réalise que la chaleur et l'humidité sont des éléments majeurs. Ça affecte les personnes qui travaillent à l'extérieur. Mais il y a aussi les rayons UV. Quand on parle de contraintes thermiques à la chaleur, c'est naturel de penser aux autres impacts du soleil sur la santé, hein. D'ailleurs, les rayons UV là, sont classés comme cancérogènes avérés par le Centre international de recherche sur le cancer. Puis même au Québec, là, à notre latitude relativement nordique, là, les niveaux de UV sont suffisants pour avoir des effets néfastes sur la santé. Les deux principaux organes touchés, c'est la peau et les yeux. Donc, sur la peau, les effets, c'est le vieillissement prématuré et l'érythème, donc le fameux coup de soleil. Puis, il y a aussi des risques de développer un cancer de la peau. Sur les yeux, c'est la cornée qui est principalement touchée. Ça, c'est la couche externe de l'œil qui est transparente. Donc, le risque, c'est la photokératite, qui est en fait une inflammation de la cornée puis qui est souvent décrite comme un coup de soleil de la cornée ou de l'œil. Et ça ici, c'est vraiment une exposition intense là, aux UV qui est en cause. C'est possible aussi de développer des excroissances non cancéreuses sur la surface de l'œil. Puis ça ici, c'est plutôt causé lors d'une exposition prolongée aux UV. Pour se protéger, il faut utiliser un écran solaire de facteur de protection solaire, le fameux FPS, là, d'au moins 30. Il faut porter des lunettes de soleil qui bloquent les UV. Il y en a plein sur le marché là, qui sont vraiment pas chers, qui bloquent très bien les UV. On peut aussi éviter une exposition directe au soleil entre 10h et 16h environ. Là, c'est vraiment les moments où les UV sont les plus intenses. Et finalement, on peut porter des vêtements longs. Puis pour les personnes les plus sensibles, il existe même des vêtements protecteurs là, qui bloquent les UV. Avec des collègues, là, on complète actuellement une revue de littérature sur l'exposition des travailleurs extérieurs aux rayons UV. On planifie un projet futur là, pour quantifier l'exposition aux UV au Québec. Parce qu'en fait, ça ne s'est jamais fait. Puis ça va être un outil là, intéressant pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs. En ce qui concerne la contrainte thermique, moi, je travaille actuellement sur la révision, validation du calcul de la température de l'air corrigée, là, la TAC. Je travaille aussi sur la réorganisation des 3 utilitaires dont j'ai parlé un peu plus tôt et que j'aimerais inscrire dans une démarche de gestion du risque de contrainte thermique à la chaleur. Merci à Capucine Ouellette. Je vous invite à écouter les autres épisodes de la SST Expliquée sur votre plateforme préférée.